célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse, la deuxième depuis ma nomination. Ces retrouvailles sont les premières depuis la tenue réussie des États généraux de la communication et des médias, qui ont connu en début comme à clôture, et c'est inédit, la participation de son Excellence, M. le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette présence, mais aussi celle des présidents des chambres du Parlement, constitue la preuve, l'image de ces métiers stratégiques, piliers de notre démocratie. C'est aussi ici l'occasion de remercier le Premier ministre chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, pour son soutien, sans lesquels nous n'aurons pu organiser les États généraux de la communication et des médias. Il aurait pu être des nôtres ce matin, mais il est appelé à d'autres charges, car vous le savez, nous venons de finir une semaine à Lubumbashi et nous sommes revenus hier dans la soirée. Mesdames et messieurs, distingués invités, depuis ma prise de fonction et bien avant la tenue des États généraux de la communication et des médias, nous avons montré notre ouverture, notre disponibilité à travailler de manière étroite avec toutes les organisations professionnelles et les ONG de défense aux droits de l'homme pour qu'ensemble nous puissions, à intervalles réguliers, aborder les questions de la profession. Au lendemain de la tenue des États généraux, j'ai immédiatement mis en place un comité de suivi qui nous permet aujourd'hui de continuer le travail de la mise en œuvre de ces recommandations suivant les conclusions des dites assises. Jamais depuis plus de 2 décennies, et vous le savez bien, nous n'avons été si proches de réformer de bout en bout le cadre de l'exercice de notre métier. J'ai dit notre métier, Madame Eliseoya, parce qu'il semble que journaliste un jour, journaliste toujours. Bien que ministre, je considère que je suis en droit d'être encore du métier. Les efforts que nous faisons n'en déplaisent à d'autres organisations qui, pour besoin de justifier leur existence, tentent d'ignorer le travail que nous avons pourtant commencé et abattons ensemble. Car, regardons-nous droit dans les yeux, dans notre contexte, relever les défis liés aux exigences de la modernisation de notre profession ne saurait se faire sans une mutualisation d'efforts. Il ne faut pas considérer qu'il y a la faute au gouvernement et pas la faute à d'autres. Il faut considérer que nous sommes tous liés par la nécessité de réformer notre métier. Bien au-delà de ce cadre de change, mon cabinet et moi-même avons toujours été disponibles pour répondre à des préoccupations spécifiques qui touchent au secteur des médias. Distingués invités, aujourd'hui nous célébrons, ou nous devons célébrer, la liberté de la presse, reconnue comme un droit fondamental de notre Constitution. Mais ces droits majeurs ne peuvent véritablement s'exercer qu'avec une presse réellement libre, indépendante, éthique, professionnelle, respectueuse des règles déontologiques, des lois, des bonnes mœurs, de la vie privée de l'ordre public. Comme vous avez pu le constater, depuis mon arrivée à la tête de ce ministère, la volonté politique de promouvoir une presse de qualité, une presse forte et digne, est portée au plus haut niveau par le président de la République, chef de l'État, qui l'a démontré à l'occasion de sa double participation à nos États généraux. Au cours de ces assises, qui ont réuni plus de 200 délégués, de l'intérieur du pays comme de la diaspora, tenus dans un contexte de pandémie, un diagnostic exhaustif sur les maux et les défis qui s'imposent à la presse a été posé et des solutions idoines ont été préconisées. Aujourd'hui, nous disposons d'une boussole qui nous guide jusqu'à la transformation totale du secteur de médias qui est notre mission commune. À ces jours, qu'avons-nous fait des résolutions pour le renouveau de la presse? Comment écrivons-nous le nouveau narratif dans la presse, pour paraphraser cette expression bien aimée par l'ambassadeur Belkamer qui me regarde droit dans les yeux? Je tiens à vous informer que les résolutions les plus urgentes portant sur la réforme du cadre légal
parce que c'est lui qui va déterminer le tout, et institutionnel de ces états généraux de la communication et des médias, ont déjà été traduites sous forme de projets de loi et transmises aux instances gouvernementales habilitées pour les processus y afférents. En date du 25 avril 2022, j'ai personnellement, avec les experts, présenté ces différents textes au niveau de la commission politique, défense et sécurité. Et dans un bref délai, je serai devant la commission mixte avec la commission politique, administrative et juridique du gouvernement pour d'autres délibérations avant l'adoption au Conseil de ministres de leur transmission au Parlement. Nous avions pris le pari de faire adopter cette loi au cours de la session en cours. Nous espérons que nous serons dans le temps, mais du côté du gouvernement, dans le jour qui vient, tous ces processus seront bien achevés. Il s'agit respectivement de l'avant-projet de loi sur l'exercice de la liberté de la presse en République démocratique du Congo, celle qui doit modifier la loi en cours qui date de 1996, l'avant-projet de loi portant statut du journaliste congolais et l'avant-projet de décret portant moratoire sur l'arrestation des journalistes en République démocratique du Congo. Il y a également les mémorandums demandant au gouvernement de saisir les deux chambres du Parlement afin de solliciter la finalisation du processus d'examen d'adoption de la loi sur l'accès à l'information en République démocratique du Congo. Je tiens à préciser que ces processus est suivi de manière étroite, non seulement par le Premier ministre chef du gouvernement, mais aussi régulièrement par le président de la République lui-même, qui tient à l'adaptation de nos lois au contexte actuel, condition sine qua non à la salubrité médiatique qu'il attend réclamer. Distingués invités, une des questions épineuses que nous devons trancher au gouvernement, c'est celle de la dépénalisation du délit de presse. Tel que nous le voulons, et les juristes le savent, dépénaliser signifie modifier le code pénal congolais. Et donc, nous sommes en phase de réflexion pour voir dans quelle mesure ce que nous aurons fixé dans la loi pourra conduire inévitablement au changement du code pénal qui, en ce moment-là, imposera un autre processus. Mais c'est un pari que nous avons pris et que nous tiendrons avec l'espoir que ceux qui sont nos partenaires contribuent au travail préalable de salubrité médiatique en dénonçant de manière claire et ferme tous les dérapages constatés quotidiennement. J'ai salué ici et j'ai fait mienne les déclarations ou les discours du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, qui est l'organe chargé de la régulation, qui, comme nous, constate des écarts quotidiens dans l'exercice du métier qui est le nôtre. Une telle réforme ne saurait se faire sans une presse totalement guidée par le respect des règles déontologiques et professionnelles qui constituent la véritable soupape de sécurité. Je voudrais ici dénoncer avec la dernière énergie les dérapages constatés il y a quelques jours avec des attaques systématiques et des propos frisant l'injure à l'endroit du président de la République, chef de l'État. Aucune liberté ne devrait s'exercer sans respecter la liberté des autres. J'invite de ce fait les organisations professionnelles et toutes celles qui défendent la promotion de la liberté de la presse à condamner avec les civilistes et tout autre acte qui dépasse les limites de l'exercice de la profession. C'est aussi cela notre responsabilité. Ce que nous avons décidé de faire pour les médias ne nous a pas été dicté par qui que ce soit. C'est le fruit d'une conviction partagée avec le président de la République, le Premier ministre et tous les membres du gouvernement et d'autres institutions, tous soucieux de l'émergence d'une société véritablement démocratique, où toutes les voix, où qu'elles se trouvent, sont entendues. Distingués invités, au lendemain des États généraux de la communication et des médias, j'ai également lancé les travaux de la commission de contrôle de conformité des acteurs opérant dans les secteurs de l'audiovisuel public et privé. À cet effet, rien que pour la ville de Kinshasa, nous dénombrons 260 éditeurs de programmes télé, dont 200 sont opérationnels à ce jour.
Mais sur 200, seuls 2 sont en règle sur le plan technico-administratif et financier. Ainsi, je m'apprête à publier les résultats de ce travail, qui sera le premier pas d'un nettoyage systématique qui touchera les médias qui ne sont ni en règle au plan administratif, encore moins au plan technique. C'est aussi cela, la salubrité médiatique. Dans son propos liminaire, M. Jasmine Zekbia, qui intervenait pour le compte de l'Union nationale de la presse du Congo, a parlé de la faillite de médias, des difficultés économiques de médias. Nous, comme gouvernement, nous avons pris l'engagement d'accompagner les médias, notamment à travers des suspensions et d'autres formes d'appui, mais cela ne peut se faire sans en dénombrer, sans en connaître les nombres, sans vérifier le critère d'éligibilité, parce que vous ne pouvez pas opérer comme média et ne pas être connu administrativement par l'État et ne pas répondre aux conditions matérielles et techniques qu'impose l'exercice de notre métier. C'est aussi cela, la salubrité médiatique. Distingués invités, en attendant que ces réformes entamées n'aboutissent, ma responsabilité, c'est aussi de vous rappeler de jouer votre partition dans cette marche vers une autre presse congolaise. Vous devez systématiquement vous désolidariser de ce qu'on appelle dans notre jargon de moutons noirs qui ternissent quotidiennement l'image de notre belle profession. Il est de notre devoir à tous de dénoncer et de mettre hors d'état de nuire ceux qui prétendent être de nôtres, mais qui ne respectent pas le code d'éthique et de déontologie du journaliste en République démocratique. L'heure est aussi venue pour que les structures de notre écosystème professionnel adoptent une nouvelle approche de monitoring, leur permettant de ne pas servir de bouclier aux journalistes ou pseudo-journalistes qui, par leur comportement parfois kamikaze, ternissent l'image de la réputation de la presse congolaise et par-delà l'image de toute la République démocratique du Congo. Ceux qui sont le plus bruyants ne sont pas malheureusement les plus professionnels de notre métier et nous le savons tous. Dans notre contexte, il ne suffit pas seulement de dénoncer des cas d'atteinte à la liberté de la presse. Il faut également et toujours nous approcher pour qu'ensemble nous puissions nous assurer de la prise en charge de chacun de ces cas. Nous sommes disponibles. Il y a des défis qui ne sauraient être relevés sans une collaboration étroite entre les gouvernements et vous. Considérez donc que nous sommes de partenaires et qu'il n'y aura aucune réussite qui sera la nôtre comme gouvernement, qui ne sera pas la vôtre comme partenaire. Dans cet esprit, j'attache une attention particulière à la redynamisation des organes de régulation et d'autorégulation de la presse. À ce jour, le gouvernement s'emploie, conforme techniquement et financièrement notre principal partenaire, à savoir l'Union nationale de la presse du Congo, dans l'organisation dans les prochains jours de son congrès extraordinaire, conformément à la recommandation 70 des États généraux, en vue d'avoir une structure soudée, réunifiée, qui doit être notre partenaire dans les relèvements du défi des salubrités médiatiques que nous nous sommes assignés. De l'autre côté, nous acquitter de notre part de mission dans le processus de revitalisation de la loi organique du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, suivant la recommandation 8 des États généraux de la communication et des médias. Il va sans dire que les propos tenus par le président Tito Mboimbi tout à l'heure nous donnent une indication, parce que nous parlons des médias à l'ère du numérique. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication devrait s'arrimer à ces terres pour être en mesure de contrôler les contenus à ces niveaux-là aussi. Courageusement, j'invite les parties prenantes à s'impliquer de manière active, structurée et efficace, car il en va de l'avenir de notre profession. Parallèlement, toutes les recommandations liées notamment à l'avenir des médias publics sont en cours d'implémentation. C'est ainsi que vous avez vu la radio-télévision nationale congolaise opérer une mutation avec une nouvelle identité, une nouvelle grille de programme et bientôt des équipements modernes. Il en sera de même pour le réseau national de télécommunications par satellite. C'est aussi le cas de l'agence congolaise de presse qui est notre agence phare dans la distribution des informations.
Malgré la complexité des tâches et les délais incompressibles des procédures administratives requises, notre volonté de matérialiser ces réformes reste intacte. Vous pouvez donc continuer de compter sur nous. Distingués invités, après ces commentaires, comprenez qu'ils sont un peu longs, parce que c'est la première fois qu'on se retrouve après une année. Il était donc important de réfixer le cadre des engagements que nous avons déjà annoncés une année avant, bien avant même la tenue des États généraux de la communication. Pour revenir à la thématique de cette année, à savoir les médias sous l'emprise du numérique, cela soulève bien de questions quant à sa compréhension et quant à son usage qui doit contribuer à avancer la société et non pas à en devenir un élément d'inquiétude. Je me réjouis des initiatives prises régulièrement par BIL-RDC, notamment dans la formation pour les fact-checking et pour le panel qui suivra tout à l'heure, parce que je pense que nous tous, nous devons être véritablement initiés à la compréhension des différentes acceptions du numérique, que ce soit dans le sens positif ou dans le sens négatif. Le numérique, je disais donc, a un impact certain sur notre métier. Il favorise aussi, malheureusement, des atteintes à la vie privée des journalistes. Le numérique chamboule aussi les modèles économiques de médias. Tenez-vous bien, pour la radio nationale, la radio-télévision nationale congolaise, nous sommes en train de travailler pour avoir une RTNC digitale qui sera en mesure d'être suivie en même temps. Et d'ailleurs, cette activité est suivie en direct par tout le monde, mais nous travaillons à être sûrs que la télévision nationale sera aussi pionnière dans la numérisation de son fonctionnement. Nous y arrivons. Et donc, en attendant d'avancer dans ces processus, il est important que nous puissions fixer le cadre légal, parce que les médias en ligne en République démocratique du Congo fonctionnent sans boussole. C'est ainsi que dans les projets de loi que nous avons initiés, il y a un chapitre entier réservé aux médias en ligne qui, de notre point de vue, constitue à ces jours les médias les plus suivis. Et d'ailleurs, vous devez savoir que la télévision des médias classiques sont morts parce que nous tous, même la télévision, nous la regardons sur notre téléphone portable. Moi qui vous parle, il est très rare de regarder la télévision parce qu'à partir du téléphone portable, nous avons. Il faut donc qu'on se mette sous cet ordre. Dans cet ordre-là, que nous avons entrepris des réformes au niveau du gouvernement. Parce que disons les choses franchement, l'évolution des médias au XXIe siècle, les structures gouvernementales, toutes ne sont pas adaptées. Aujourd'hui, il faut nous assurer, et c'est ce que nous avons commencé à faire avec mon collègue du numérique, que le gouvernement dispose d'une charte graphique qui permet d'uniformiser l'identité visuelle du gouvernement, qui permet d'authentifier le source d'information. Parce que la première condition de lutter contre les fake news, nous pensons que c'est de donner les bonnes informations à temps et à travers de sources crédibles. Donc après ce travail de la charte graphique, après la mise en ligne du portail numérique, nous nous occupons actuellement à recréer ou à créer des sites internet mobiles répondant au protocole de sécurité requis pour les différents ministères. Nous nous chargeons aussi de prendre en charge les différents comptes sur les réseaux sociaux, notamment Twitter et Facebook, pour être sûr que c'est des comptes certifiés, gérés par des professionnels qui pourront véritablement servir de source d'information aux médias. Et donc, comme vous pouvez le voir, le gouvernement s'est mis à niveau, autant toutes les structures de l'État, les médias en premier, doivent se mettre à niveau par rapport aux exigences du numérique. L'emprise du numérique sur les médias revient aussi à relever la concurrence accrue qui est faite aux médias classiques par des individus qui aujourd'hui sont tous devenus émetteurs d'informations, mais qui malheureusement ne font preuve d'aucune rigueur, qui respectent les médias dans les traitements de nouvelles diffusées. Il y a quelques jours, lors de sa dernière apparition, l'ancien président américain Barack Obama à Stanford a appelé sur la nécessité de réguler les réseaux sociaux, de réguler les médias, parce qu'avec l'expérience de la guerre en Ukraine, nous évaluons tous les dégâts
que les nouvelles bases de données peuvent créer sur nos sociétés. Et donc, parce que je parlais de la guerre en Ukraine, elle nous fournit des leçons qui ne manqueront pas de nous inspirer à chaque fois que les machines de la propagande mettront en danger la survie de nos institutions et qui perturberont l'ordre social. Avec les structures de régulation renforcées, nous devons nous mettre à niveau et en synergie pour contenir les dérapages et limiter les dégâts. Je ne suis pas sûr que même aux États-Unis d'Amérique, ils sont en mesure aujourd'hui de contrôler tous les dérapages inhérents à l'existence des réseaux sociaux. Sinon, le président américain ne ferait pas cet appel qu'il a fait.